Donc la filière des fruits et légumes, ce qu'on représente d'abord, au niveau national, c'est, près de 75 000 entreprises. Dans ces entreprises, qui sont représentées à tous les maillons de la filière, bien évidemment, l'essentiel en nombre se situe au niveau de la production agricole, hein, plus de 58 000 exploitations, en arboriculture et maraîchage. 450 000 emplois directs, dont plus de 250 000 saisonniers et un chiffre d'affaires global. Alors, ce sont des chiffres déjà qui remontent à fin 2018 de 19,1 milliards d'euros, sans compter la RHD auquel on peut rajouter près de 1,5 milliard d'euros. Donc, sur cette filière, vous avez une illustration à gauche, c'est une filière longue avec un certain nombre d'intervenants qui sont tous représentés au niveau d'Interfel, bien sûr les producteurs, qui peuvent être des producteurs vendeurs en vente directe, mais qui passent ensuite régulièrement par des expéditeurs, des organisations de producteurs, coopératives. Nous avons également à Interfel la particularité d'avoir les importateurs en fruits et légumes. Ensuite, donc tout ça, c'est la première mise en marché. Vient ensuite régulièrement les grossistes et puis un certain nombre de débouchés, parmi lesquels, bien sûr, la grande distribution qui fait l'essentiel des débouchés, près de 70%, mais également les primeurs spécialisés sur marché, la restauration collective qui est représentée à Interfel et donc jusqu'au consommateur final. Donc nous sommes une filière longue, Interfel représentant l'ensemble de ces maillons. Donc si on passe à la slide suivante, l'interprofession maintenant, ce qu'on est, donc on est seule interprofession nationale dans les fruits et légumes reconnue par les pouvoirs publics français depuis plus de 40 ans maintenant et reconnue également par l'Union européenne depuis 1996. Donc Interfel a un certain nombre d'enjeux. Le premier enjeu, et je dirais l'enjeu quasiment le plus global, c'est soutenir et développer la consommation des fruits et légumes frais au sein de notre alimentation pour répondre notamment aux enjeux de santé publique, avec les recommandations publiques de consommer au moins 5 fruits et légumes frais, enfin pas que frais d'ailleurs, 5 fruits et légumes par jour. Donc ça passe par des types d'actions au travers de la communication, qui est un des premiers postes budgétaires d'Interfel, et une commission dédiée à ces sujets. Nous avons également une action très importante en termes de soutien aux actions de recherche, d'expérimentation et d'innovation de la filière. Donc c'est là où on fera le lien avec le CTFL, dans la mesure où Interfel finance à hauteur de plus de 14,5 millions d'euros par an les travaux de recherche et expérimentation du CTFL, avec une commission dédiée à Interfel, recherche, expérimentation, formation, commission CIREF. Nous avons ensuite des enjeux de soutenir la part de marché de nos productions dans la consommation en France, des productions nationales, de redonner de la valeur aux produits et contribuer ainsi à la performance économique des opérateurs. Donc ça passe par des types d'actions en matière de connaissances, intelligence économique, suivi des marchés, accords interprofessionnels, tout ça sous l'égide d'une commission économie au niveau d'Interfel. Et enfin, maintenir et développer la part de marché de nos opérateurs sur les marchés étrangers. Donc là, la Commission internationale qui gère les flux entrants, donc l'import, et également les flux sortants export. Si on regarde maintenant la slide suivante, le Interfel qui nous représente, donc il y a 15, ce qu'on appelle des familles, des organisations professionnelles nationales membres d'Interfel qui sont représentatives de ces différents maillons, qu'on répartit en deux collèges. Un collège amont avec 6 organisations que vous avez sur la slide, donc FNPF et Légumes de France, les sections spécialisées de la FNSEA, Confédération paysanne, coordination rurale, GFEL, la gouvernance économique des fruits et légumes, et FELCOP, les coopératives. Et un collège aval avec les expéditeurs exportateurs, les deux fédérations représentatives des importateurs et introducteurs, CSIF, SNIFEL, les grossistes, l'UNCGFL, les primeurs saveurs commerce, la grande distribution, FCD, FCA et la restauration collective. Donc on a cet ensemble de structures qui sont membres d'Interfel. On ne représente pas les fruits et légumes transformés, même si on a des liens très forts avec eux. Et d'ailleurs, certaines organisations sont membres associés d'Interfel. Voilà. Et on n'inclut pas également la pomme de terre et la banane qui sont représentées par d'autres interprofessions. Pour terminer, nous avons depuis peu de temps une structuration régionale. Donc là, je pense que c'est important d'en parler dans le cadre de la réunion d'aujourd'hui, hein, Nouvelle-Aquitaine.
Donc, on a mis en place depuis janvier 2019 ce qu'on appelle des comités régionaux d'Interfel qui permettent de déployer l'action d'Interfel au niveau régional. Donc, nous avons 5 comités. Le premier d'entre eux est le comité Rhône-Alpes-Auvergne. Et ensuite, nous avons mis en place comité Île-de-France, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, bien entendu, et tout récemment, Centre Val-de-Loire. Donc, les principales missions de ces comités, c'est bien de déployer la stratégie interprofessionnelle dans les territoires, notamment au travers de notre plan filière, mais également faire preuve d'innovation avec des actions nouvelles à l'échelle des territoires qui rentrent dans cette dynamique interprofessionnelle, un travail de relocalisation de l'alimentation à l'échelle régionale, et puis être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et de toutes les structures qui gravitent autour du secteur des fruits et légumes au niveau régional. Tout ça pour plus de proximité, d'échange, de résonance. Voilà, donc j'en terminerai parce que je ne veux pas être tellement plus long sur quelques mots sur notre plan filière qu'on avait, fruits et légumes, qu'on avait rédigé à la demande du président de la République lors des États généraux de l'alimentation. Donc bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour dire qu'on a un certain nombre d'engagements qui sont dans ce plan de filière. Pour faire le lien avec un certain nombre d'entre vous qui évoluez dans l'univers des SICO, on a effectivement un objectif qu'on a encadré en rouge de 25% en valeur de fruits et légumes frais commercialisés sous SICO, dont le bio. Donc cet objectif, il est important, effectivement. La région Nouvelle-Aquitaine est la première région sous SICO, donc on voit l'importance en fruits et légumes de travailler ce sujet, y compris dans les régions. Voilà, actuellement, on a près de 63 SICO dans les fruits et légumes qui se ventilent effectivement essentiellement au niveau en premier des IGP, puis vient le label rouge et les AOC, AOP. On a cette vocation à accroître la part des produits sous SICO qui est actuellement relativement faible. On est à un peu moins de 2% des volumes commercialisés sous SICO hors bio et on pense voilà, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc sans transition, là, le sujet emballage, il impacte effectivement toutes les actions d'Interfel. C'est en résonance avec la partie qualité. Et on peut tout de suite faire un lien assez fort entre SICO et emballage. Je crois que ça a été fait par Madame Bonnet en introduction. Et ça impacte un certain nombre de travaux de recherche, d'études qu'on a menés. Et je pense que c'est ce qui va être développé par Olivier Issaguer juste après et par le CTFL. Ouais. Donc, merci Olivier. Alors, vous m'entendez bien? Bien, on m'entend. Ouais, il y a un écho. Oui, on vous entend bien. Ouais, donc il y a un écho. Donc oui, comme le disait Olivier, l'emballage chez Interfel, c'est un sujet qui effectivement a une instance avec un point d'entrée technique et GT logistique emballage. Néanmoins, on en parle en comité RSE, en commission économie, notamment avec un volet études, et on reviendra dessus sur certains insights qui nous permet de mieux comprendre aussi le consommateur et ses interactions par rapport à l'emballage. Et puis également, comme on l'a cité, dans les échanges qu'on peut avoir avec le CTIFL au niveau de la commission CIREF. Donc le CTIFL, alors Valérie normalement devait présenter cette petite partie rapidement, mais je vais juste revenir en 2 mots sur ce qu'est le CTIFL. C'est un organisme de recherche appliquée qui est référent de la filière des fruits et légumes frais, une jeune organisation, une jeune structure, puisqu'elle va fêter ses 70 ans cette année. Et la CTIFL, en fait, mène des programmes de recherche et d'expérimentation, de veille technico-économique sur un certain nombre de sujets, dont les emballages. C'est vraiment pour nous, notre référent technique sur le dossier, qui permet à la fois de faire de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée, et d'accompagner, parce qu'il y a une partie effectivement qui est financée par l'interprofession, mais le CTIFL peut aussi accompagner des opérateurs privés dans le montage de projets de recherche, notamment de recherche appliquée. Alors, les emballages, le plastique et le consommateur des fruits et légumes. Donc ça, ce sont des éléments qu'on a ressortis d'une enquête qu'on avait demandé avant la publication de la loi AGEC. Donc on avait interrogé les consommateurs sur leur perception des emballages dans la filière, y compris les plastiques, mais pas que les plastiques. Globalement, ils nous disaient plusieurs choses. Alors on avait fait
d'abord un rapide tour des magasins. On s'est aperçu que suivant le type de magasin et la typologie de magasin, l'offre emballée pouvait représenter jusqu'à 50% des références présentes dans un magasin. Les Français nous déclaraient acheter, un Français sur deux nous déclarait acheter consommer des fruits et légumes préemballés. Néanmoins, quand on reprend les panels, notamment les panels Kantar, on s'aperçoit que quasiment tous en achètent. Donc il y a de fait comment dire, comme une volonté de se cacher, hein, comme souvent le consommateur, entre ce qu'il fait et ce qu'il projette, en tout cas comment il se perçoit, il y a une dissonance. Et donc il y en a un sur deux qui dit moi je consomme des fruits et légumes préemballés, mais dans la réalité, ils en consomment tous. Parmi les offres préemballées, donc ça c'était en pré-loi AGEC, le plastique était présent sur une grande typologie de produits, globalement sous deux formats, qui étaient les filets et les sachets plastiques, qui étaient les deux premiers emballages que déclarait acheter le consommateur. Quand on lui parlait de plastique, c'est ça qu'il voyait en premier. Il ne voyait pas forcément les barquettes, mais il voyait les filets et les sachets en plastique. Pourquoi il achetait des produits emballés? Parce que pour lui, c'était pratique et c'était bon marché. Pourquoi bon marché? Alors, là-dessus, ça peut être assez antinomique parce qu'on a souvent l'impression en fait que l'on va dire que les produits emballés sont plus chers. Mais ce qu'il y avait derrière, c'est qu'il achetait la juste quantité. C'est-à-dire que quand il achetait en pré-emballé, bah, finalement, quand il achète 250 grammes de fraises, il achète 250 grammes de fraises et il n'achète pas, ou quand il achète 1,5 kg de pommes, il achète 1,5 kg de pommes et pas, ni plus ni moins. Donc il sait ce qu'il achète en termes de quantité. C'est là-dessus qu'il y avait, je dirais un inside prix qui ressortait, l'idée de maîtriser son budget. Donc praticité de transport et de support d'information, quand on parlait de praticité. Et néanmoins, sur les emballages, il y avait des points de vigilance qui étaient parfois, alors c'est effectivement le corollaire de ce qu'on a eu avant, c'est que quand on impose un poids, ben, il ne correspond pas toujours à ce dont on a besoin. Donc ça peut être perçu comme un manque de choix. Et un vrai point d'attention sur la visibilité du produit, on y reviendra un peu plus tard, notamment en vision post-AGEC. Le plastique, il était quand même reconnu pour avoir des vraies qualités de praticité, de sécurité et d'accessibilité pour un consommateur sur trois. Donc on dit effectivement que le consommateur décrit le plastique, mais néanmoins, il y en a quand même, en tout cas en fin 2000, en 2020, il y avait quand même un consommateur sur trois qui lui trouvait des avantages. Mais à l'inverse, bah, tout le monde est un peu conscient que l'impact écologique, il est plutôt négatif, et notamment pour des gens qui sont très proches de ces sujets-là. On les avait aussi interrogés sur les stickers, parce qu'on y reviendra. La loi AGEC, c'est effectivement l'interdiction des plastiques, mais aussi des obligations sur les stickers, sur les étiquettes apposées sur les produits. Et les stickers, c'était quelque chose qui était plutôt vu comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que la présence de stickers, pour pareil, à peu près un tiers des consommateurs, c'était un vecteur qui était de nature à augmenter leur consommation. Donc globalement, en projection, on peut dire que les consommateurs reconnaissaient plusieurs qualités aux emballages, y compris au plastique, même s'il y avait un point d'attention parce qu'il était un peu décrié. Et dans les qualités principales de ces emballages, on reconnaissait des vertus de praticité, de qualité de protection. Et c'était encore mieux si on pouvait voir le produit à travers les emballages. Là-dessus est arrivée la loi AGEC. Donc, je pense que vous la connaissez, mais on va faire une petite piqûre rapidement de rappel sur la loi AGEC. Donc, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Donc là, c'était effectivement l'objectif de cette loi, c'est d'accélérer les changements, et notamment pour préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Et un des grands chantiers, c'était de limiter les déchets. Donc, quand on a parlé de déchets, effectivement, l'emballage était ciblé. Donc, sortir du plastique jetable est toujours d'ailleurs un des objectifs majeurs de la loi AGEC, atteindre le zéro plastique jetable d'ici 2040. Alors, si on se les replace rétrospectivement, et après on y reviendra sur le calendrier, de la façon dont ça s'est construit, quand ça a été annoncé par le ministère de la Transition écologique, beaucoup de
parties prenantes ont dit 2040, c'est trop loin, on nous met encore de la poudre aux yeux. Donc voilà. Donc, derrière, eh bien, il y a une action phare qui est sortie, et puis on s'est dit, mais il faut qu'il y ait une mesure qui soit, qui vienne un peu répondre à ces gens-là, pour montrer qu'on a pris un peu le conscience et l'urgence de ce qui se passe. Et c'est tombé sur les fruits et légumes, malheureusement, en disant que dès 2022, on n'aurait plus de plastique dans les fruits et légumes. Donc voilà, la filière fruits et légumes a été directement concernée par 2 articles, donc l'article 80 sur les plastiques et l'article 77 sur les plastiques et l'article 80 sur les stickers. Et dans le document de référence qui était sur le ministère de la Transition écologique, les mots étaient quand même assez durs. On disait que les conditionnements sur les fruits et légumes apparaissaient comme étant une aberration. On ne parle pas quelque chose de superflu, on parle vraiment d'aberration. Donc, des mots quand même assez durs pour la filière, qui montraient en fait l'engagement qui était voulu par le législateur. La loi AGEC, alors ça c'est un point d'attention, elle inscrit aussi la stratégie 3R. Donc la stratégie 3R, c'est la stratégie réduction, réemploi, recyclage. Je vais y revenir parce que ça a un impact, il faut l'avoir en tête. On s'est beaucoup, mais je ne vais pas m'étendre outre mesure dessus, mais on s'est beaucoup focalisé sur le fait que la loi AGEC, c'était article 77, article 80. Néanmoins, les fruits et légumes sont concernés par la stratégie 3R, qui a pour but, comme on dit, d'atteindre la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Donc on a un peu en avance par rapport à la contrainte, ou par rapport à l'effort demandé. Néanmoins, en 2040, tout le monde devrait être au rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objectifs, c'est que d'ici 2025, on ait réduit de 20% les emballages en plastique à usage unique. Donc soit par du réemploi, soit par de la réutilisation. On doit tendre vers 2025 également à 100% d'emballages plastiques à usage unique inutile supprimés. Donc on n'aura plus que des emballages qui auront une vraie fonction. Et c'est là où c'est important, parce qu'on va voir qu'on a un certain nombre d'exemptions jusqu'en 2026, mais néanmoins, l'objectif et la trajectoire qui est définie sur la stratégie 3R, c'est 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici le 1er janvier 2025. Ça veut dire que les emballages plastiques qui resteront encore en 1er janvier 2025 devront avoir des filières de recyclage. Et on vous présentera un petit tableau de récapitulatif des différents état de maturité des filières de recyclage. Donc ça, c'est la stratégie 3R. Comme je vous disais, finalement, cette loi AGEC, elle a été initiée en 2017. Le projet de loi a été présenté en 2019, en juillet 2019, et on a commencé à parler de fruits et légumes finalement que le 29 novembre 2019. Donc ça ne faisait pas partie, ce que je vous disais, hein, c'est 2040, en premier projet de loi en juillet 2019, on a commencé à parler à cet objectif à 2040. Et entre juillet et novembre, c'est tombé sur le point sur les fruits et légumes avec cet objectif, et avec une loi qui a été promulguée extrêmement rapidement, donc entre le 29 novembre et le 20 février. Mais vous voyez, hein, il y a 3 petits mois. Donc, très compliqué pour la filière d'agir et d'intervenir, en tout cas, sur la rédaction de la loi. Il y a un décret qui, pour le coup, est venu préciser les exemptions temporaires à l'article 77, qui a été publié le 8 octobre 2021. Donc là-dessus, effectivement, c'est là où l'interprofession a largement œuvré, notamment dans le cadre des travaux du CNA et avec l'appui du CTIFL pour avoir des exemptions qui avaient essayé, en tout cas, d'avoir des exemptions qui avaient du sens. Donc, sur les obligations, article 80, 1er janvier 2022, plus de stickers biosourcés ou compost. Article 77, plus de plastique, comme on le disait, pour les produits de moins de 1,5 kg au 1er janvier 2022, avec des exemptions progressives qui vont finir en 2026. Et 2040, c'est l'arrêt total des plastiques. En parallèle de ça concerne toutes les autres filières. Et bien effectivement, la trajectoire 3R avec ce qu'on a vu avant, 2025, un premier pas tentatif, et 2040, l'interdiction totale des plastiques. Quel périmètre pour l'interdiction des plastiques? Donc ça, c'est sur l'article 77. Donc, l'interdiction, en tout cas l'article 77, tel qu'il est aujourd'hui rédigé,
cible en fait une obligation qui est faite au vendeur. C'est bien le distributeur qui ne doit pas présenter au consommateur des produits euh, dans des emballages plastiques. Alors, pour tous les produits vendus en lot de moins de 1,5 kg, et sont concernés de fait tous les produits qu'il va présenter à l'étal à son consommateur. Donc, c'est bien évidemment les produits qui sont conditionnés sur le territoire français, mais également les produits qui sont importés dès lors qu'ils sont vendus en détail en France. Par contre, à l'inverse, pour un opérateur qui souhaiterait exporter, il n'y a pas d'interdiction d'exporter dans du plastique. Pour peu qu'il respecte la réglementation du pays de destination, il n'y a aucune interdiction. La loi, l'article 77, ne dit pas que c'est interdit de conditionner en France, en plastique, pardon. C'est interdit de présenter aux consommateurs. Donc, bien évidemment, s'il y a effectivement des marchés export qui demandent du plastique, aujourd'hui, ce n'est pas interdit par l'article 77. Néanmoins, alors ça c'est une petite parenthèse, on s'aperçoit que cet article 77, il a fait un peu tache d'huile. Les Espagnols s'en sont parés, les Belges, ils regardent, les Belges et les Italiens, ils regardent fortement aussi pour s'aligner sur une vision qui est celle aujourd'hui sur laquelle la France a pris un peu d'avance. Alors, on dit les fruits et légumes frais, et qu'est-ce qu'on entend par fruits et légumes frais? Les fruits et légumes frais qu'on transformés, mis à part effectivement comment dire, mis à part cette obligation qui est faite uniquement aux produits conditionnés en lot de moins de 1,5 kg, mais c'est tout ce qui est première gamme. Donc, la première gamme, là-dessus, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question non plus pour la quatrième gamme et la fraîche découpe. Ces produits-là ne sont pas concernés par la loi AGEC puisqu'ils sont considérés comme transformés. Et après, nous, on avait défendu l'interprofession et le CTIFL, le fait que la première gamme et demie, notamment parce qu'il y avait ce que nous, on appelle communément dans la filière la première gamme et demie, ne serait-ce que parce qu'il y avait un certain nombre de préparations en amont du produit, le rendant un peu plus fragile, ne soit pas concerné par l'article 77. Le message sur la fragilité de la première gamme et demie a été compris. Par contre, ce n'est pas la définition et ce n'est pas notamment des travaux ou des publications de la DGCCRF qui font référence pour arbitrer de ce qui pourra être concerné ou pas, mais ce sont les normes de commercialisation qui ont été mises en avant. Donc, produit par produit, sur un produit, pour savoir si, à partir du moment où on a enlevé une partie du produit, où on l'a lavé, où on a commencé à le peler, etc., si on a encore un produit frais non transformé, ou si on sort de cette norme de commercialisation et de fait on devient un produit transformé, produit par produit, c'est l'arbitrage qui sera fait, en tout cas qui a été proposé, qui est mis en œuvre. Donc on y reviendra. On a travaillé avec le CTIFL sur un document qui récapitule l'ensemble des normes de commercialisation pour pouvoir effectivement avoir une lecture assez simple de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. On a un point d'attention parce qu'on avait été aussi interrogé sur un certain nombre de produits, des mélanges de produits, alors soit des mélanges de produits sur une même variété, c'est-à-dire des tomates rondes et des tomates anciennes, qui avaient deux dates différentes, donc une au 1er janvier 2022 et puis une jugée plus fragile avec une exemption temporaire, ou alors des mélanges avec typiquement le mélange pot-au-feu, où on pouvait avoir des fruits et légumes et des blancs de poireaux, le blanc de poireau étant un produit de première gamme et demie, donc étant exclu. Là-dessus, nous, on avait plutôt porté au fait qu'à partir du moment où il y avait un produit fragile ou un produit exclu, on devait aller à la date la plus loin ou à la date du produit exclu, ou exclure totalement le mélange. Mais c'est un peu l'inverse qui a été retenu par le législateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un produit qui est concerné par la loi, alors si vous avez un mélange de tomates, y compris un mélange de tomates, avec une exemption temporaire, quoi qu'il en soit, le mélange de produits sera concerné au 1er janvier 2022. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on a un mélange de produits et qu'il y a un produit qui est concerné par la loi, le mélange c'est 1er janvier 2022. Et pour les emballages, donc la définition du matériau plastique, donc la définition qui a été retenue, c'est l'article D541-330 du Code de l'environnement. Et par contre, il a été précisé que les encres, colles et adhésifs présents sur les emballages, même s'ils répondaient à cette définition des matériaux plastiques, on reviendra sur la définition des matériaux plastiques,
ne sont pas pris en compte dans l'appréciation du fait que l'emballage est en plastique ou pas. Donc, ne sont pas concernés les encres, les colles et les adhésifs pour l'article 77. Alors, du coup, quand on parle de pré-emballage, ça donne quoi? En vision consommateur, on s'aperçoit que vous allez avoir en ordonnée, je vais dire, la consommation des ménages moyennes et en abscisse le taux de pré-emballage sur les produits. On s'aperçoit que ce qui va vraiment être visible chez les consommateurs, ça va être la pomme et la tomate, parce qu'ils en consomment souvent et avec un taux d'emballage peut-être moins important, mais néanmoins, comme la répétition fait qu'ils le voient un peu plus souvent. Et à l'inverse, on va avoir d'autres produits qui vont avoir des taux de pré-emballage très importants, mais qui sont moins consommés, donc ça passe un peu plus de façon un peu plus anecdotique. Néanmoins, on peut effectivement faire un focus sur la fraise qui est un cas un peu particulier parce qu'on s'aperçoit que même si c'est consommé, je veux dire, la consommation des ménages est assez faible. On est de l'ordre de 200 kg pour 100 ménages, donc 2 kg par ménage par an. Elle est concentrée sur une période qui est très rapprochée. Donc effectivement, en période de fraise, les gens se disent il y a effectivement beaucoup d'emballage. Quand on a interrogé les professionnels sur la filière, mais finalement, 53% des volumes de fruits et légumes conditionnés, 53% des volumes de fruits et légumes étaient conditionnés et l'endive à elle seule représentait un tiers de ces volumes. Donc, les principales espèces que l'on va trouver préemballées, ça va être endive, carottes, fraises, tomates, poireaux. Et voilà, je vous laisse prendre la connaissance. Donc ça, c'est une enquête qui avait été menée auprès des opérateurs et auprès des expéditeurs de la filière par le CTIFL. Et alors, ça ne défile plus. Voilà. Et donc, tout ça nous mène, on commençait à rentrer un peu dans le produit sur effectivement les exemptions produits. Donc, comme je vous disais, 1er janvier 2022, tous les fruits et légumes sont concernés au 1er janvier 2022, sauf un certain nombre de produits qui ont été définis qui ont été en tout cas cités dans le décret pour avoir des exemptions temporaires. Alors, tous les produits au 1er janvier 2022, oui et non. Effectivement, compte tenu notamment de la publication très tardive du décret, on a œuvré pour demander à ce qu'il y ait une période de latence, de dérogation qui soit mise en œuvre pour que à minima, les opérateurs puissent écouler leur stock d'emballage. Donc cette période, elle existe. Donc jusqu'au 1er juillet 2022, il y aura une dérogation pour écoulement des stocks d'emballage pour l'ensemble des fruits et légumes. Et puis après, 30 juin 2023, eh bien, on va avoir un certain nombre de produits. Alors, on va pas faire la liste à la Prévert, vous la connaissez autant que moi, mais voilà, donc un premier bloc de produits, notamment tout ce qui est tomates, cœur, tomates cerises, cocktail, etc. Avec encore l'inscription d'une dérogation, mais là on n'est plus sur une dérogation des stocks d'emballage, mais des produits si le produit a été produit ou importé avant cette date, avec une définition pour laquelle aujourd'hui on n'a pas réellement d'interprétation à donner, en tout cas du côté des ministères, on n'a pas eu de validation d'interprétation, mais on n'est plus en train de se dire que finalement, si on avait du stock d'emballage au 30 juin 2023, ça nous permettrait d'aller jusqu'au 30 octobre 2023. Mais là, c'est bien le produit, donc qu'il soit produit ou importé avant cette date. Et puis après, on a un certain nombre d'exemptions qui vont jusqu'au 30 juin 2026 avec des produits. Alors, comment s'est faite cette liste de produits? C'était l'avis du CNA, les travaux du CNA qui ont effectivement abouti à l'avis du CNA, sur lequel, avec le CTFL, on avait proposé un arbre de décision qui prenait en compte le fait que le produit était fragile ou pas, le fait qu'il existe ou pas des alternatives en termes d'emballage, et le fait ou pas qu'il y ait
possibilité de passer pour partie des produits emballés sur de la vente en vrac. Donc là-dessus, nous avons fait des propositions, les autres parties prenantes ont fait des propositions, et puis pardon, le législateur a arbitré sur cette base-là. Donc on retrouve effectivement tout ce qui est plutôt petits fruits sur lesquels on avait un peu consensus entre nous et les parties prenantes sur la fragilité des produits, et puis des choses qui ont été arbitrés avec différentes dates. Ce principe de progressivité avait été soumis par Interfel en disant, voilà, on ne peut pas demander tout à 2025, on ne peut pas demander parce qu'il y a de forts risques qu'en demandant tout, on n'ait rien. Voilà, donc là, ça fait partie des choses. Encore une fois, c'est pas l'ensemble des délais qu'on avait demandé pour les filières. Il y a des produits comme la prune, effectivement, sur lesquels on avait nous défendu la position et d'autres produits. Mais en tout cas, c'est ce qui c'est pas tout à fait un consensus, mais en tout cas, c'est aujourd'hui suite à l'avis du CNA, ce que le législateur a retenu. Olivier, je vous interromps 2 petites Oui. secondes parce que Monsieur Decarné veut intervenir. Je pense que c'est par rapport à la question qui a été posée sur les stickers. Alors, je n'ai pas vu la question sur le sticker. Oui, très rapidement, juste pour compléter, effectivement, pour avoir en tête que initialement, la loi fixait l'interdiction des plastiques au 1er janvier 2021. Donc, autant vous dire qu'il y a eu une action déjà très forte de la filière pour pouvoir, dans le cadre de la loi, décaler d'une année, et qu'ensuite la progressivité, ce sont des éléments comme l'a dit Olivier, qui sont issus du CNA, et une demande très forte aussi de la filière, car initialement, je pense que peut-être pas l'intégralité, mais une grande partie des produits devaient être concernés dès l'entrée en vigueur de la loi. Voilà, donc c'est pas pour dire que tout est au beau fixe, parce qu'on a encore beaucoup de problèmes, et je pense que ça va être décliné par la suite, mais en tout cas montrer qu'on avait un état, un point de départ qui était encore plus contraint que celui-là. Et effectivement, je me suis permis de répondre, mais Olivier, je pense que tu le diras après sur les délais emballage stock. C'est effectivement que dans le décret, la foire aux questions pour l'article 77, mais on vous dira ce qui est décidé pour l'article 80 dans la deuxième partie. Tout à fait. Alors, c'est effectivement un point d'attention, hein, la dérogation et la latitude qui est donnée pour l'écoulement des stocks ne concerne que l'article 77. On ne rentrera pas dans l'articulation juridique des différents articles, mais il ne relève pas tout à fait des mêmes. L'un de mémoire, l'article 77 relève du tribunal administratif et l'article 80 du tribunal pénal. Ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes appréciations, et l'article 80 doit vraiment être pris au pied de la lettre. L'article 77 avait cette latitude de pouvoir être interprété via des FAQ qui sont notamment publiés par le ministère. Et juste compléter que l'article 80, la tolérance, il y a une tolérance qui est plus officieuse. Oui. C'est-à-dire une information comme quoi, au cours du premier semestre 2022, il y aurait une tolérance sur les contrôles et les sanctions. Mais c'est pas pareil que d'inscrire dans le dur un délai d'écoulement. Voilà. Ouais, Donc, il y a quelque chose au premier semestre, mais qui est de l'ordre plutôt de la souplesse en termes de contrôle et de sanctions. Tout à fait. Alors, quand on le reprend, quand on reprend l'article 60-80, ce qui est important de comprendre ce qui est derrière, c'est que pourquoi cet article 80 spécifiquement sur ce que nous on appelle les stickers, mais d'ailleurs la loi dit les étiquettes apposées directement sur les fruits et légumes, c'est que en fait, pour les gens qui feraient du compostage à domicile, le fait d'avoir des stickers peut venir perturber leur compostage. Donc, et ça reste sur les épluchures. Donc l'idée, c'est que quand on fait un compostage à domicile, ces étiquettes, elles se décomposent en même temps que l'épiderme, en même temps que l'épluchure de fruits et de légumes. Donc là-dessus, effectivement, alors encore une fois, on est en droit français, donc ne peut s'appliquer le droit français que sur le territoire national, donc sans concerner tous les produits dont la position de l'étiquette s'est faite sur le territoire national. On a un débat avec le ministère là-dessus qui nous a dit que les produits importés sont concernés aussi. Nous, en sécurisation, notamment avec les cabinets juridiques,
Évidemment, on ne voit pas comment demain le législateur pourrait aller sanctionner des entreprises belges parce qu'ils ont apposé un sticker sur leur produit, sur leur territoire. Donc, ça, par contre, là, c'est bien, la responsabilité, elle est bien sur celui qui va apposer les stickers. Elle dit quoi? Elle dit pas qu'il n'y a pas le droit de mettre de sticker. L'article 80 dit qu'il faut que le sticker soit Home Compost. Alors, Home Compost, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, Home Compost, c'est une certification de TÜV Austria, donc d'un organisme certificateur privé, et que finalement, en norme nationale, il en existe bien une en France, qui est la NF T51800, mais qui est uniquement une norme sur les plastiques. Donc, on reboucle un peu quand même. On a quand même une norme en France qui dit que le compost c'est du plastique et on a un article de l'autre côté qui nous dit qu'il ne faut pas faire de plastique. Mais ce sont bien deux articles distincts et effectivement, on s'aperçoit que si demain des fournisseurs d'étiquettes veulent avoir cette certification de compost, on ne pourra pas faire référence à une norme nationale, mais qu'il faudra les faire certifier directement par TÜV Austria. L'obligation également pour ces étiquettes est constituée en tout ou partie de matière biosourcée. Donc biosourcée, ça veut dire issue de la biomasse, y compris animale, parce qu'on a aussi vu passer des choses qui disaient que c'était uniquement de la biomasse végétale, donc de la biomasse animale. Il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'étiquette là-dessus, mais je ne sais pas, une étiquette à base de gélatine de porc demain pourrait être considérée comme, ou à base d'algues ou des choses comme ça, pardon, pas d'algues, de mollusques pourrait être envisagé. Et sur la part de matière biosourcée, il n'y a pas de minimum, c'est tout ou partie. Donc partie veut dire qu'à partir du moment où on peut identifier dans l'emballage qu'il y a une part de matière biosourcée, à ce moment-là, l'emballage est possible, cet emballage est possible sur l'article 80. Alors, là où on a un vrai point d'attention, parce que sur les retours que l'on a de certains opérateurs, on s'aperçoit que finalement, on se mélange un peu les pinceaux entre l'article 77 et l'article 80. L'article 77 et l'article 80 sont bien deux articles distincts. Donc, les stickers peuvent répondre à la définition du plastique. Là-dessus, l'article 80 n'interdit pas d'avoir des stickers en plastique. Et d'ailleurs, comme je vous dis, il y a une norme nationale qui est uniquement sur le plastique. Donc, on peut avoir des stickers en plastique. Les emballages en plastique, plutôt l'article 77, les emballages alternatifs au plastique, ne doivent pas forcément être biosourcés ou compostables à domicile. Donc, et ça, c'est important. Donc, voilà. À l'inverse, quand on a un emballage qui va venir remplacer du plastique qui est biosourcé ou qui est compostable à domicile, ça ne veut pas dire que c'est compatible avec l'article 77. Donc on sait aussi qu'il y a eu des gens en tout cas des opérateurs et c'était un peu les orientations qui étaient prises par la filière et dans les travaux du CTFL avant la publication de la loi AGEC. On s'aperçoit que beaucoup d'opérateurs avaient commencé à regarder sur des plastiques plus verts, on va dire, donc biosourcés, biodégradables, etc. Mais voilà, aujourd'hui, ça ne prérange pas du tout, de la, comment dire, de la compatibilité avec l'article 77 de la loi AGEC. Donc on vous a fait... Oui. Olivier, excusez-moi, je vous interromps 2 petites secondes parce qu'il y a des questions dans le fil de discussion. On reprendra à la fin de l'exposé l'ensemble des questions, mais là, c'est juste des questions de... Je vais reprendre uniquement les questions de compréhension. Oui. Il y a une question qui est posée par la filière melon concernant l'exemption de l'utilisation des emballages au 30 juin, sachant que c'est un produit saisonnier dont la campagne démarre surtout après le 30 juin. Comment est-ce qu'il y a une autre dérogation pour les produits saisonniers? Et 2 autres questions qui concernent le piment doux et les fruits secs comme la noix, la châtaigne ou le cerneau de noix. Est-ce qu'ils sont concernés par cette réglementation? Alors, il n'y a pas d'autres exemptions que celles qui sont inscrites et dans le décret et des latitudes pour l'écoulement des stocks d'emballage qui est inscrite dans les FAQ du ministère. Donc, moi, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres sur cette, malheureusement. Hein. On entend bien, on a défendu aussi le fait que sur un certain nombre de productions, on était sur des productions en campagne et que l'idée c'était quand on commençait la campagne avec un emballage, on finissait la campagne avec ce même emballage sans couper au milieu, en changeant les machines éventuellement, etc.
Donc, malheureusement, aujourd'hui, ce discours n'a pas été entendu. Sur ce qui est du piment doux, et pour moi, à partir du moment où il est vendu en frais, est concerné par la loi. Et pour la question des fruits secs, les fruits secs ne sont pas considérés parce que c'est bien le périmètre d'application de la loi, c'est bien les fruits et légumes frais non transformés. Donc à partir du moment où le produit a été séché à comment dire, une période où on va lui donner, on va le mettre à sécher, on va arriver sur un fruit ou un fruit sec, à ce moment-là, on n'est plus considéré, on n'est plus concerné par la loi. Par contre, la noix fraîche est concernée. Voilà, la noix fraîche est concernée. C'était pas évident au départ. C'était Hein. pas évident au départ. On a bataillé auprès de la DGCRF pour cette notion de sec, Mm. mais c'était pas très clair au moment de la publication du décret, effectivement. Alors, on a eu des échanges qui disaient, mais à partir du moment où dans les normes de commercialisation, il est fait état d'un produit frais et d'un produit sec, etc. Non. Là, je pense que c'est, enfin, je pense même pas, c'est assez clair. C'est les fruits les fruits secs ne sont pas concernés, ne sont pas concernés. Donc, noix, noisettes, les dattes, les abricots, les pruneaux, tout ça ne sont pas concernés. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, non, pas toutes les questions, mais on les reprendra à la fin parce qu'elles sont Oui. d'ordre plus général concernant les emballages. On vous laisse avancer dans votre présentation et on reprendra les questions à la fin. Ok, donc ça c'est plus en vision, effectivement, on s'aperçoit que biosourcé et biodégradable, on a un certain nombre de plastiques qui répondent à ces questions-là. C'était effectivement plus dans la vision des stickers, mais voilà, donc ça c'est une matrice. Valérie aurait certainement mieux pu l'expliquer que moi, mais sur un certain nombre. Donc, il faut bien comprendre qu'en termes de plastique, on va avoir des choses en fossile et des choses en biosourcé avec des potentiels de biodégradabilité et de compostage plus ou moins importants. Ce qui est important à retenir sur ce graphe précisément, c'est que tout ça répond à la définition d'un plastique. Donc c'est là où on venait un peu en complément. C'est pas parce que c'est biosourcé, c'est pas parce que c'est biodégradable que ce n'est plus un plastique. Donc tout ça correspond à la définition d'un plastique. Après, on s'est dit, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les filières de recyclage. Et ça, c'est plus par rapport, comme je vous disais, à la trajectoire 3R, avec l'obligation d'avoir dès 2050, dès 2025, des plastiques qui disposent d'une filière de recyclage. Eh bien, on a repris l'ensemble des plastiques, l'ensemble en tout cas, des grandes catégories de produits en disant, voilà, est-ce que ça répond à la définition d'un plastique? Donc, tout ce qui est ce qu'on a vu avant, tout ce qui est pétro-sourcé ou biosourcé répond bien évidemment à la définition d'un plastique, y compris les alternatives. Et puis après, on a un certain nombre de produits qui ne répondent plus à la définition du plastique au sens de l'article du Code de l'environnement qui a été cité précédemment, qui sont notamment cellulose régénérée, papier carton et autres matériaux végétaux, ici notamment des végétaux non défrigés. Donc tout ça, ces trois dernières lignes ne répondent pas à la définition du plastique, ça veut dire qu'on peut les utiliser en substitution. Néanmoins, est-ce que derrière, il y a des filières de recyclage dans l'idée d'avoir demain des filières de recyclage en face des produits, mais on s'aperçoit qu'il n'y a que le papier et le carton aujourd'hui qui est en alternative au plastique qui dispose de filières de recyclage. Alors néanmoins, c'est des éléments qui sont fournis par Citeo. Les choses bougent à horizon 2025, avec notamment sur les emballages bois, l'idée de regarder comment on pouvait apporter des fins de vie sur ces emballages et sur un certain nombre de points des filières en développement. Je ne reviendrai pas sur la complexité à partir du moment où on est sur des emballages multimatériaux et multicouches, d'avoir des filières de recyclage derrière. Donc la matière plastique, comme je vous disais, la matière plastique,
c'est le code de l'environnement qui définit et qui renvoie vers la définition du plastique issue de la directive SUP, donc Single Use Plastic de l'Union européenne, qui dit que le plastique est un matériau constitué d'un polymère auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés. Donc ça veut dire que n'est pas un plastique, un polymère naturel qui n'a pas été chimiquement modifié. Alors, quand on creuse un peu, la définition qui est adaptée, la définition des plastiques, s'applique aux articles en caoutchouc, par exemple, et aux plastiques d'origine biologique et biodégradable. Et les peintures, ce qu'on disait, peintures, encre et adhésifs ne sont pas concernés. Alors, polymère naturel, ça veut dire qu'il existe à l'état de la nature, et non chimiquement modifié, ça veut dire que même s'il y a eu un certain nombre de traitements chimiques qui ont eu lieu lors du process d'élaboration de la matière, si la structure moléculaire, je sais pas, et c'est là où Valérie aurait été certainement plus compétente que moi, mais si la structure moléculaire en entrée est la même que la structure moléculaire en sortie, à ce moment-là, on considère qu'il n'a pas été chimiquement modifié. Et donc, sont concernés, c'est ce qu'on disait, hein, sont concernés par la définition de plastique les matières fossiles, pétrosourcées, biosourcées ou synthétiques, dégradables biologiquement ou non. Voilà, toutes ces matières sont concernées en fait par la définition de plastique. Alors, quand on rentre dans la filière, ben voilà, on a un certain nombre d'emballages qui étaient concernés par la filière, notamment sur les barquettes et les films. Hein. On a vu que c'était les deux premiers. On a vu précédemment que c'était là où on trouvait le plus de produits emballés et emballés en plastique. Et ça, c'était la vision avant. Donc, on avait du PET, du RPET, du PS, du PVC, etc. Et puis des alternatives qui pouvaient être. Donc ça, c'est sur la première ligne pétrosourcée. Alors, pétrosourcée, on ne se pose pas la question. Hein, c'est issu du pétrole, ça, c'est du plastique. Et après, biosourcé, il y a des choses. Mais on ne savait pas trop si ça répondait à la définition du plastique ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Et puis là, on s'aperçoit, voilà ce qui nous reste aujourd'hui en alternative. Donc, globalement, les films cellulosiques, cellophane du bois, le bois, la cellulose de carton et les films cellulosiques de papier. On vous a mis en face le petit anneau de Moebius qui est barré, ça veut dire qu'il n'y a pas de filière de recyclage aujourd'hui derrière. Donc, si on veut combiner alternative au plastique et filière de recyclage, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça, c'est effectivement pour les barquettes et les films. Et on s'aperçoit que sur une veille technique d'un certain nombre d'innovations, eh bien, on va avoir des choses qui sont apparues, alors soit avec des sachets en papier craft ajouré. Donc là, à partir du moment où on est sur du tout papier, il y a des filières de recyclage. Des sachets en papier craft avec fibre de cellulose, ben là on est sur deux matières, ça devient un peu plus compliqué sur les filières de recyclage. Les filets en cellulose qui finalement pourraient être recyclés parce qu'on en a échangé hein, en début de semaine avec Madame Bonnet, mais finalement on est sur de la fibre qui est de la fibre textile et sur lesquelles on pourrait avoir des filières de recyclage. La complexité est plus dans l'organisation du tri au niveau du consommateur pour lui faire comprendre que là on n'est plus sur un filet plastique, mais qu'on est sur un filet qui passe par une autre filière de recyclage. Et donc aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas de maturité sur les filières de recyclage sur ce type de produit. Les sachets au film cellulosique transparents ou semi-transparents, avec sur des essais qui ont été faits, deux points d'attention. Le premier, c'est que la transparence n'est pas toujours au rendez-vous. Et le deuxième, c'est parfois des touchés qui peuvent être désagréables, ou notamment des bruits aussi générés par les emballages que le consommateur ne valide pas. On va retrouver en alternative aujourd'hui travailler tout ce qui est en barquette bois, donc en haut à droite, mais c'est pareil, pas de filière de recyclage sur le bois, avec une vraie attention notamment de la part des syndicats défendant les fournisseurs d'emballage bois, donc de monter des filières de recyclage, en tout cas d'anticiper la fin de vie de ce type d'emballage. Des barquettes ouvertes et fermées en carton compact ondulé de pré-emballage ajouré. Donc ça, commence à en voir beaucoup sur le marché. La celluleuse moulée, papier recyclé, pulpe de canne à sucre de bois ou de coton, pas de filière de recyclage là-dessus. Et puis des solutions qui sont aujourd'hui plus à l'état d'expérimentation, et je pense que là-dessus, il va falloir aussi peut-être un peu de temps pour que le consommateur
lève un certain nombre de freins, c'est de pouvoir emballer un certain nombre de produits avec une couche comestible sur l'épiderme qui permet d'allonger la durée de vie du produit. Les barquettes ouvertes et fermées, Monsieur Souris nous fera un petit retour d'expérience sur la mise en place chez l'univers d'emballage à l'issue de la présentation. Et pour ce qui est des stickers, aujourd'hui, les alternatives qui sont disponibles sur les stickers, c'est effectivement une solution qui a été identifiée avec un fournisseur, je pense que tout le monde le connaît, Sinclair, sur un emballage, sur un sticker Home Compost en certification Cuvostria. On a un vrai point d'attention, et là-dessus, alors moi j'ai pas le cahier de charge de Sinclair là-dessus. La complexité sur la recyclabilité du sticker tenait à la preuve. Donc, un certain nombre d'opérateurs ont décidé que finalement c'était le sticker qui devait être en compost et pas forcément le sticker et la colle, parce que sinon on est dans une impasse technique totale. Et puis d'autres alternatives au marquage sur les produits, le marquage laser que vous avez vu et que vous connaissez pour certains très bien, notamment tous ces beaux kiwis lors du salon d'agriculture sur le stand Interfell, j'en ai organisé par le but avec le marquage laser et puis le marquage à l'entraînement. On vous entend un tout petit peu moins bien là, à ce moment, Olivier. Peut-être que j'ai la voix. On a entendu ce que vous avez expliqué sur le marquage à la place du sticker. Peut-être rapprocher les points. Donc le marquage, oui, effectivement, le marquage qu'on voit de plus en plus sur le kit. Donc ça, c'est un peu le panorama des solutions qui existent. Alors bien évidemment, tout ça, c'est issu de travaux, et comme on disait, c'est IFL, qui sont financés en partie par l'interprofession, donc par les professionnels de la filière, et qui sont à disposition des professionnels de la filière. Donc il y a notamment, et je vous invite à en prendre connaissance, la note de synthèse du CTIFL qui va rebalayer l'ensemble de ces éléments, notamment sur tout ce qui est innovation, puis aussi des points de contexte sur les emballages avant. Alors, vous avez un QR code, vous pouvez effectivement télécharger directement. Vous allez retrouver sur cette note un certain nombre de noms d'entreprises et de fournisseurs qui proposent les différentes solutions. Donc, voilà, et puis je vous invite à aller aussi fouiller un peu sur le site du CTIFL parce qu'il y a aussi des articles que vous allez retrouver sur la thématique de l'emballage, que ce soit des articles de compréhension générale ou alors des articles et des recherches, des synthèses de travaux de recherche qui ont pu être faits sur des produits particuliers, comme la fraise par exemple. Monsieur Decarné, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je ne sais pas si Olivier, tu l'as précisé sur les stickers, effectivement, la question de la colle. Oui. Donc, qui n'est pas. Alors, la problématique, c'est qu'on a eu un courrier, on a eu quand même beaucoup d'échanges avec les ministères, et c'est dans le cadre d'un courrier de réponse de Barbara Pompili, ministre Transition écologique, qu'on a eu cette confirmation de l'exclusion de la colle. Voilà, on aurait préféré que ça soit un peu plus formel. Oui. Voilà, il y a des choses qui nous arrivent par des échanges comme ça. Alors on le communique, c'est un courrier officiel, mais c'est vrai qu'on a, contrairement à l'article 77, il n'y a pas eu de FAQ sur l'article 80, et donc c'est un peu plus compliqué parfois d'avoir toutes les subtilités. Et comme on l'a dit en préambule, ça dépend aussi de l'interprétation, en tout cas la latitude et la liberté qui est laissée d'interpréter les textes dépend aussi de la juridiction, la compétence de la juridiction. Et sur l'article 80, on sait qu'il faut, dans l'idéal, il faut se tenir stricto sensu au terme de l'article et non pas dans des interprétations où le recours à des FAQ ne serait pas apprécié dans le cadre d'un litige. Néanmoins, on ne peut pas reprocher à un opérateur, je pense qu'on ne peut pas reprocher à un opérateur d'avoir fait la moitié du chemin en mettant des stickers en compost, même si la colle aujourd'hui, pas tout à fait. Alors, quand on dit étiquette, est-ce que c'est pareil,
c'est les étiquettes à poser directement sur les fruits et légumes doivent être comme compost. Est-ce que étiquette comprend étiquette plus colle? C'est pas précisé dans l'article. Donc il y a effectivement une zone de flou. Chacun peut interpréter. Par contre, c'est vrai que nous, on a ce courrier de Mme Pompili qui dit que la colle ne serait pas concernée. Maintenant, voilà, on peut pas s'engager beaucoup plus sur cet article 80. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le fil de discussion, mais on va vous laisser terminer, Olivier. Oui, alors,